Cette semaine, cap à l'ouest du département des Vosges, dans le canton de Dompère, découvrir le village de Beugnécourt, situé à une dizaine de kilomètres de Mirecourt ou encore de Vittel. Rencontre avec 3 des 156 Beugnécourtiens qui peuplent la commune. Patrice Kless nous partagera son métier d'ébéniste, sculpteur et marketeur. En fin d'émission, nous irons découvrir le moulin de Chlou, en activité depuis le XIIIe siècle avec Régis Claude, 10e meunier des lieux. Mais tout de suite, nous débutons avec vous, Fabien Guéricola. Vous êtes le maire de la commune, un premier mandat pour vous. Pourquoi avoir pris ce poste de maire dans la commune de Beugnécourt? Un petit peu par la force des choses. En fait, la décision a été prise par le conseil lui-même de me confier la place de maire, ce que j'ai accepté et je ne regrette absolument pas. Voilà. Alors c'est une commune, un petit village qui fonctionne plutôt bien, avec toujours une école, et ça c'est important, vous y tenez. Voilà, nous avons 16 élèves et on y tient. On a des prévisions à court terme, on va dire sur les 3 prochaines années, où on a entre 15 et 20 élèves. Donc on va tout faire pour la maintenir, c'est très important à mes yeux. C'est un RPI, donc voilà, il y a d'autres communes qui, les élèves ne sont pas tous de Beugnécourt, mais font partie de plusieurs communes. Voilà, ça c'est important, vous travaillez beaucoup avec les communes aux alentours, on se soutient entre petits villages. Tout à fait, on se soutient beaucoup, notamment, on en parlera tout à l'heure, mais quand il y a eu les travaux, il y a l'école de Bainville qui a pris les 16 élèves parce qu'on ne pouvait plus du tout circuler. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Beugnécourt? Ça va très bien. Ça va très bien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'activité. Quand on arrive dans le village, on a une personne qui est spécialisée dans la chaudronnerie, donc Christophe Chalon. On a également un traiteur, donc Nicolas Vuillaume, qui est traiteur sur place, qui travaille donc à domicile. À savoir qu'il y a aussi un carrossier, Laurent Imbert. Donc voilà, il y a quand même économique qui est très importante quand même. Il y a quand même une activité économique sur le village. Oui. Et un village qui n'est pas forcément très vieillissant. Absolument pas. On a eu le plaisir de faire le don des colis aux anciens. Nous avons nos anciens, nous avons la doyenne qui a 98 ans, bientôt 99. Mais on a quand même pas mal de jeunes. Il y a un lotissement qui est assez récent. Il y a encore du monde qui vient habiter. Il y a encore de la place pour accueillir de nouveaux habitants? Oui, il y a même des terrains qui sont prévus pour être vendus, donc oui. Et alors au niveau des projets, on est sur un endroit où les travaux sont en cours de finalisation. C'est la fin, les étapes Alors finales. Tout à fait. En fait, les travaux d'aménagement du centre-bourg ont été faits par l'équipe municipale précédente. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, les travaux sont quasi terminés. Il nous reste à faire la réception. Nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est plus un suivi au niveau du chantier. J'ai été aidé aussi par des membres de l'ancienne équipe municipale. Et ça, c'était très important aussi pour moi. Voilà. Et alors le projet en tout cas que vous aurez pour le mandat, c'est aussi la salle polyvalente. Alors les conditions actuelles font qu'on ne peut pas louer la salle, donc on a pris la décision au sein du conseil de rénover la salle polyvalente qu'elle avait bien besoin. On a acheté les matériaux et nous faisons par nous-mêmes en fait la rénovation de la salle. C'est une spécificité des petits villages, ça. On verrait pas forcément ça dans des grandes villes, si? Oui, non, plutôt que de faire appel à une entreprise, oui, on a pris la décision nous-mêmes de faire les travaux et ça c'est super. Et puis ça forge une équipe aussi. Oui, c'est bien pour l'entraide et la cohésion. C'est super. Et on suivra ça. Fabien, merci pour votre accueil ici à Beugnécourt. Nous poursuivons notre découverte du village avec Patrice Kless. Diplômé de sculpture sur bois en 1977 et après des passages dans différentes entreprises d'ameublement, Patrice s'est formé aux techniques particulières de l'ébénisterie et de la marqueterie. C'est en octobre 2000 qu'il crée son propre atelier pour créer des modèles personnalisés en associant la sculpture et la marqueterie. Patrice, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors vous êtes sculpteur depuis de nombreuses années, mais aussi ébéniste et marketeur. Finalement, 3 disciplines différentes mais complémentaires pour vous. Tout à fait, je reste dans le cadre du mobilier. Un petit peu, je dévie de temps en temps sur la menuiserie. Donc c'est menuiserie bâtiment, de la décoration de porte d'entrée, ça peut être des escaliers-teurs, des poteaux de départ. De la menuiserie traditionnelle, notamment un chantier pour la mairie de Paris. Donc beaucoup de choses très variées, très différentes finalement. C'est aussi la richesse de ce métier? Oui, totalement différent. Et l'avantage de ce que j'ai voulu faire, c'est que je passe d'une restauration, je repasse à une commande de sculpture, à de la fabrication, à plein de choses. Donc je saute toujours un petit peu à droite, à gauche et j'ai pas l'occasion de trouver le temps long. C'est rarement 2 fois la même chose, quoi. Alors le point commun en tout cas c'est le bois, bien évidemment, c'est votre matériau, c'est celui qui vous a toujours inspiré, celui avec lequel vous avez toujours souhaité travailler? C'est le matériau principal. Maintenant il faut savoir que, notamment en ébénisterie,
il faut savoir quand même travailler d'autres matériaux que le bois, la mode aidant. Il faut travailler le métal, il faut travailler le plastique, il faut travailler l'électricité, et tout ce genre de choses qui est à la demande. Et alors justement, ce bois, est-ce qu'il peut être uniquement local ou est-ce qu'on s'adapte aussi à la demande du client forcément et ce n'est pas forcément du bois Alors, de principalement du bois local, notamment pour le mobilier de la région, c'est principalement le chêne. Donc je travaille à 80% le chêne. Après, il reste le noyer, qui reste un bois noble. Le hêtre, pour tout ce qui va être teinté, peint, tout ça, tout ce qui est caché, le hêtre est moins cher à l'achat, donc automatiquement, on ne va pas prendre des bois trop onéreux. Et pour le reste, notamment en marqueterie, des bois exotiques, plutôt que des bois indigènes. Donc, je travaille les acajou, les palissandres, tous les bois qu'on n'a pas dans notre région. On ne peut pas tout avoir. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans la sculpture ou même dans l'ébénisterie, dans la marqueterie? Alors, l'aspect artistique, dans un premier temps, et le fait de travailler tout le temps sa matière grise, ça c'est enrichissant en plus. On n'est jamais au bout de quelque chose. On s'adapte et puis on va chercher toujours des petites choses, des compléments, et on s'améliore tout le temps. Alors, il y a des outils aussi, un savoir-faire, mais aussi les bons outils à utiliser, des outils particuliers pour chacune des techniques que vous utilisez, et notamment des outils bien spécifiques. Notamment pour la sculpture, chaque outil est adapté à la tâche de travail. Pour un outil, un pas, ce qu'on appelle le pas, donc le tranchant, pour un tranchant identique, on peut avoir plusieurs outils différents, qui vont être différents surtout en fonction de l'affûtage. Il faut savoir aussi qu'un sculpteur affûte toujours ses outils. Il ne donne jamais à affûter, puisqu'ils sont affûtés à son coup de patte. Il faut savoir aussi qu'un sculpteur qui prend l'outillage d'un autre sculpteur ne va pas être spécialement à l'aise pour pouvoir travailler. Donc on travaille toujours avec son avec outillage ses outils personnel. bien à soi. Ouais. Alors vous faites aussi de la formation, c'est important pour vous de transmettre ce savoir-faire justement? Ah tout à fait, et puis c'est très très enrichissant pour moi, puisque j'ai tout un panel de stagiaires qui viennent, beaucoup de retraités. Au-delà de leur faire découvrir ma profession, eux me font découvrir aussi un petit peu ce qui... Donc c'est du partage, c'est tout ça, c'est tout bénéfique. Et ça permet de faire perdurer aussi ces métiers de l'artisanat? Oui, malheureusement pour nous, c'est que la mode de la sculpture a un petit peu disparu, notamment dans le mobilier. Ce qui fait que les sculpteurs sont en voie de disparition. Et de plus est les formateurs qui vont avec. Vous êtes formé au tour aussi? Alors expliquez-nous un petit peu quel était l'objectif d'avoir encore une technique supplémentaire. J'ai appris le tournage pour plusieurs raisons. D'une part parce que j'étais très intéressé, et d'autre part parce que dans mon métier, notamment de restauration, de temps en temps, il y a des petites pièces à faire tourner, des petites pièces abîmées et tout, qu'il faut remplacer. Sur tout ce que vous fabriquez, tout ce que vous concevez, est-ce qu'il y a une étape de croquis, de dessin, une étape de réflexion, j'imagine, avant de se lancer vraiment avec ces outils et puis la pièce à confectionner? Dans les étapes d'une sculpture, dans un premier temps, il y a l'étape de recherche et ensuite d'exécution. Donc systématiquement. Et en plus, quand c'est pour une idée personnelle, il n'y a pas de problème, mais quand c'est pour un client particulier, connaître ses idées, ses goûts dans un premier temps, s'il est indécis dans ce qu'il veut choisir. Par contre, si c'est un client qui est très précis dans ce qu'il veut, quelquefois il part dans l'erreur aussi. Il veut quelque chose de très très précis, et malheureusement des fois c'est pas trop concevable. Donc on essaye toujours d'aller vers son idée, mais voilà, c'est pas toujours évident. Patrice, merci de nous avoir ouvert les portes de votre atelier. Nous continuons notre découverte du village au Moulin de Chlou. En activité depuis le XIIIe siècle, le Moulin de Chlou a vu 10 meuniers se succéder. Depuis 1988, c'est Régis Claude qui assure le bon fonctionnement du moulin. Fabrication de farine classique et composée avec du blé de la région. Le moulin a également remis en fonction une installation de mouture à la meule de pierre depuis 1992 et propose des farines bio. Régis, merci de nous accueillir ici au Moulin de Chlou. Donc vous êtes le 10e meunier depuis de nombreuses années maintenant. Depuis une trentaine d'années que je suis le 10e meunier, oui. C'était une évidence pour vous de prendre la suite de ce moulin? On sait que c'était votre grand-père qui avait racheté à l'époque, puis votre papa, puis vous. Est-ce que c'était une suite logique finalement? Pas vraiment. Au départ, je ne me destinais pas à faire ce métier. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment y travailler, à m'intéresser au moulin, je me suis passionné pour ce travail, quoi. Alors vous privilégiez, vous, au Moulin de Chlou, les circuits courts, c'est-à-dire que tout vient du coin et même des fois très près. Ah bah oui, en conventionnel, c'est très très près, hein. Bon, en bio, c'est un petit peu plus étendu, enfin, ça reste lorrain quand même, mais alors en blé conventionnel, on est vraiment sur le canton.
Les producteurs sont dans les villages autour, les parcelles de blé sont très proches. Enfin, C'était important pour vous d'avoir cette proximité, ce circuit court qu'on cherche maintenant de plus en plus? ça fait depuis le départ qu'on travaille comme ça, mais on avait toujours en partie des provenances un peu extérieures, mais là ça fait vraiment 10 ans on est en 100% blé. Bon, on indique sur nos emballages blé lorrain, mais en fait c'est même blé vosgien. Alors vous proposez, vous, des farines dites traditionnelles, des farines spéciales, des farines composées. Expliquez-nous un petit peu les différences. Donc en conventionnel, on va faire ce que c'est farines de 45, 55, 65. On fait des farines composées pour faire des pains spéciaux à base de graines, pain de campagne. Et ensuite, on a une gamme bio où on va faire de la farine aussi 65. Après, on a de la T110 qui est déjà une semi-complète, la 150 qui est intégrale. On va fabriquer, on fait aussi de l'épeautre, qu'on fait en 110 et en 80. Donc vous parlez de cette numérotation, hein, T45, T65, T110 même. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ces chiffres correspondent au taux de cendre et c'est la matière minérale qui est contenue dans la farine. Donc plus le chiffre est élevé, plus il est complète. Donc on démarre sur une T45, qui est vraiment la plus blanche. On peut difficilement faire plus blanc. Là, c'est des moutures au cylindre, donc T45, 55, 65. Et à partir de 80, c'est fait sur meule de pierre. Et on l'utilise pas, elle n'a pas la même utilisation après la T45 Oui, que la 45, on peut faire de la pâtisserie, vous pouvez faire de la brioche, de la viennoiserie, des choses comme ça. La 55, ça peut convenir aussi pour la pâtisserie, le pain, tout ce qui est panification. À partir de 80, c'est vraiment pour la panification. C'est compliqué de faire de la pâtisserie avec de la T80. Elle est un petit peu plus grise. Vous avez aussi la farine bio, on en parlait. Oui. Est-ce que c'était déjà une demande des clients à l'époque, hein? Vous avez débuté la farine bio en 1992. C'est surtout des producteurs de blé bio sur les Vosges et qui cherchaient un moulin pour leur transformer leurs céréales, tout simplement. Et aujourd'hui, la farine bio, est-ce qu'elle trouve largement son public? Les volumes sont en augmentation constante, quoi, même si ça n'augmente pas aussi vite qu'on voudrait. Mais même en boulangerie, l'artisanat commence réellement à s'intéresser au bio depuis 5-6 ans. Alors en bio, donc on le disait, hein, c'est le broyage du grain à la meule. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe techniquement. En fait, quand on produit de la farine sur cylindre, les cylindres métalliques vont éclater le grain de blé pour extraire l'intérieur, parce que là, on cherche à faire une farine blanche. Alors que sur la meule, les grains de blé sont écrasés entre les deux pierres. Et par le fait de cette mouture, il y a une partie du son et du germe de blé qui sont éliminés au cylindre, qui sont un déchet pour la production sur cylindre. La meule, ils sont, comme tout écrasé sous la même granulométrie, si on veut, même si on tamise très fin, on a quand même une partie du germe et du son qui va se trouver dans la farine. Elle a une texture différente, elle est un petit peu plus grise, quand vous la prenez votre main, elle va se colmater, alors qu'une farine blanche, c'est de la poudre. Alors, combien de tonnes de farine vous produisez par an? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? On va dire 1200 tonnes de farine par an. Alors, à destination des particuliers, des professionnels, où est-ce qu'on retrouve votre farine finalement? Pour les particuliers, on les retrouve dans les différents magasins bio. Et avec les boulangers, alors vous travaillez avec les boulangers du secteur ou est-ce que ça va au-delà des Vosges? On est sur un rayon de 100 km environ. Alors est-ce que cette année a été difficile, particulière pour vous au Moulin, l'année de confinement? Comment vous l'avez vécu vous ici au Moulin de Chloux? C'était un peu compliqué, oui, c'est vrai que on a de la chance de travailler par rapport à d'autres métiers, mais on travaille aussi un petit peu avec la restauration, les pizzerias, les choses comme ça, donc là on a senti la baisse sérieuse. Après on s'est fait complètement submergé par la première vague de confinement. Enfin, c'était au niveau des petits conditionnements, c'était un truc de fou. On était même contacté par les grandes surfaces pour avoir de la farine. Comme c'était complètement imprévu, on n'a pas non plus une structure pour produire énormément en farine. En brut, on peut produire, mais après, il faut conditionner. Merci Régis de nous avoir accueillis ici au Moulin de Chloux. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.